Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 39 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Au sujet du jour, être une femme photographe, l'épisode 2, qui prend donc la suite de l'épisode numéro 4 de l'ALAM, où je parlais du même sujet un an avant. Je vais vous retracer du coup toutes mes expériences et tout ce que mon genre a eu comme impact sur mon travail cette année, à travers des réflexions, des anecdotes et peut-être aussi des pistes de réflexion pour la suite. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, en vous abonnant ou en allant nous suivre sur Instagram. Vous avez toutes les infos en barre de description. Toutes ces actions permettront de soutenir vraiment le projet et de le mettre en avant. Donc merci à vous, un grand merci. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour, hello. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui était pour moi important à actualiser parce que, comme je vous l'ai dit, le premier épisode est sorti il y a plus d'un an et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis, dans ma vie de photographe freelance, photographe et vidéaste freelance, notamment spécialisée dans le secteur culturel. Moi, je suis basée à Lyon, voilà, pour vous donner les petites infos pour celles et ceux qui me connaissent pas. J'ai enregistré le premier épisode il y a plus d'un an parce que j'avais ce besoin de parler de problématiques qui étaient liées à la perception qu'on avait de mon genre dans mon travail. Voilà. Et parce que ce genre-là impactait énormément mes conditions de travail. Et si je vous enregistre cet épisode 2, c'est parce que c'est toujours le cas, et oui. Mais je ne voulais pas vous faire un épisode simplement témoignage ou un épisode simplement réflexion sur comment faire ou un épisode simplement fataliste ou trop positif. Voilà, j'avais envie d'être un petit peu, je l'espère, réfléchi sur cette question et avoir un peu de recul dessus. Et c'est pourquoi je vais un peu vous parler de différentes choses. Je vais d'abord vous parler de pourquoi c'est important d'ouvrir la parole sur cette question-là et pourquoi c'est dur de l'ouvrir dans nos métiers, notamment artistiques et culturels. Pourquoi c'est important du coup d'ouvrir cette parole. Je vais ensuite vous donner des exemples concrets de choses qui me sont arrivées cette année. Et c'est là d'ailleurs que je peux mettre un petit trigger si jamais c'est des choses qui peuvent vous heurter si vous êtes concerné par ça. Mais voilà, je trouve ça important de vous donner des exemples de ce qui se passe en fait tous les jours pour toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur-là et dans tous les secteurs de la société, mais moi je veux parler de ce secteur-là précisément, des femmes et d'ailleurs des personnes qui sont en minorité de genre, qui ne sont pas des hommes cis, qui peuvent être du coup discriminées par rapport à leur genre. Je vais ensuite vous parler de l'impact que ça a en fait sur les personnes qui subissent ça dans leur travail et l'impact que ça va avoir sur leur comportement et du coup sur leur entreprise et leur propre activité. Vous allez comprendre au fur et à mesure du podcast parce que c'est important je trouve de vous montrer les actions, les choses qui se passent et les conséquences qu'il y a derrière pour les personnes qui en sont victimes. Mais je voulais pas m'arrêter là et juste faire quelque chose de très fataliste et de très lourd. Donc je voulais vous parler un petit peu d'espoir et de solutions à la fin de l'épisode sur comment on peut améliorer, changer les choses petit à petit. Je n'ai pas toutes les solutions en main malheureusement, je pense pas avoir le discours parfait, mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de faire une petite piqûre de rappel, simplement de ce qui se passe dans nos métiers, de pouvoir réfléchir là-dessus et proposer des solutions finales à tout ça. Donc pourquoi j'enregistre cet épisode ? La première chose, c'est pour ne pas oublier. Parce que j'ai l'impression que parfois on va écouter des témoignages de personnes qui subissent par exemple du racisme dans leur travail, de personnes qui subissent du sexisme, de personnes qui subissent de la LGBT-phobie, etc. Qu'on va écouter un témoignage, que ça va nous toucher et que si on n'est pas concerné ou militant sur ces questions-là, etc., et même si on est militant, en vrai, on va potentiellement vite oublier si on n'est pas concerné. Et c'est pour ça, je pense que c'est important de se tenir au courant et de souvent rappeler ce qui se passe, ne pas oublier ce qui se passe,
et continuer à ouvrir continuellement la parole sur ces problématiques-là pour, au fur et à mesure, je l'espère, qu'on trouve des solutions tous ensemble et qu'on combatte du mieux possible ça dans nos organisations, dans nos lieux culturels, etc., etc. En fait, il faut que cette conscience qui arrive au ce moment-là où on écoute ces témoignages s'ancre en fait dans notre quotidien et s'ancre dans notre tête et qu'on le garde en tête dans toutes les choses qu'on va faire ensuite, dans les décisions qu'on va prendre dans notre travail, dans la façon dont on va se comporter avec nos collègues. Et en fait, à partir du moment où elle va s'ancrer dans notre quotidien et qu'elle va devenir une habitude, on va apprendre des bons réflexes petit à petit. Et c'est important que ça s'ancre dans le quotidien parce que là, je vais juste parler de la condition des femmes particulièrement. Mais voilà, parce que les femmes vivent ça tous les jours. Et les personnes qui subissent du racisme en subissent tous les jours. Les personnes qui subissent de l'homophobie en subissent tous les jours, de la transphobie en subissent tous les jours. Et qu'il y a des solutions qui existent pour essayer d'améliorer les choses petit à petit et qu'il faut qu'on continue chaque jour ce combat justement. Et ces combats-là, et qu'on les porte et qu'on en parle tous ensemble. Moi, je vais vous parler de ce qui me handicape personnellement le plus dans mon travail, c'est-à-dire mon genre perçu en tout cas, comment les gens me voient, c'est-à-dire comme une femme. Pourquoi c'est dur pour une personne qui subit du sexisme dans une société patriarcale de parler, d'ouvrir sa bouche sur les problèmes qu'elle vit. Là, je rappelle que je vais parler surtout du secteur culturel. C'est quelque chose qui peut s'appliquer dans toutes les sphères de la société, bien évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont spécifiques en fait au secteur culturel, et notamment le fait qu'on est dans un marché très concurrentiel. Je vais le rappeler, mais le secteur culturel, c'est un secteur qui est très précaire, et de plus en plus précaire, ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, aujourd'hui, comme c'est fait maintenant. Il n'y a pas de place pour tout le monde, et du coup, tout le monde se bat pour essayer de choper ces places-là qui sont très chères. Donc, pour choper ces places-là, on va essayer de travailler avec les tarifs les plus bas possibles, être hyper rapide dans l'envoi de nos fichiers, envoyer le max de fichiers possible, être hyper sympa, hyper friendly, accepter les heures sup gratos, etc., etc. Tout ce qui peut avoir attrait au fait de avoir peur de perdre son travail en fait, et du coup se battre pour être meilleur que les autres et plus adaptable que les autres pour pouvoir garder ce travail-là qui est cher à notre cœur quoi et qui est indispensable pour nous en fait. Et si tu commences à ouvrir la parole sur des violences sexistes et sexuelles que tu as pu subir dans ton travail, tu vas avoir peur d'en parler parce que tu vas avoir peur de perdre ton job. Parce que tu vas avoir l'impression de créer des problèmes entre très gros guillemets. Tu vas envoyer une problématique à ton employeur qui va devoir trouver des solutions pour la résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, tu vas être quelqu'un qui va provoquer une problématique dans le travail, alors que c'est clairement pas toi qui la provoque, hein. On est d'accord, c'est ce que tu vas penser. Tu vas te dire, on va rappeler la personne qui ne crée pas de problème. On va pas rappeler la personne qui crée des problèmes. Du coup, entre deux personnes, imaginons, j'ai deux personnes qui travaillent bien, qui sont très chouettes. J'ai de la place que pour une personne. Je vais rappeler la personne qui ne crée pas de problème et qui est toute discrète plutôt que la personne qui va aller l'ouvrir parce qu'il y a machin qui lui a fait du harcèlement sexuel ou qui l'a potentiellement même agressé, etc. C'est horrible, c'est très cru comme je le dis, mais c'est vraiment ça qu'on se dit dans nos têtes. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas que dans nos têtes, mais qui est vérifié et qui se passe réellement dans nos milieux. C'est très connu, par exemple, dans le monde du cinéma, que les victimes qui parlent, les personnes qui ont subi des choses dans le milieu du cinéma, c'est elles qui perdent leur job. C'est pas les agresseurs. Et le fait de voir ça, et de voir ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, en toute impunité, et de voir que c'est encore en 2024 les victimes qui sont pas rappelées et les agresseurs qui sont rappelés, c'est très dur de se dire que ça va être différent pour nous. Surtout quand on est au début de notre carrière et que voilà, on n'est pas installé dans le métier. C'est déjà beaucoup plus simple. Même si ça reste très compliqué, c'est déjà beaucoup plus simple
de pouvoir l'ouvrir quand t'es dans une position de pouvoir, entre guillemets, que t'as déjà percé, que t'es déjà connu, que quand t'es là avec tes 500 abonnés et que tu viens de commencer ta carrière et que personne te connaît, quoi. Donc plus tu vas choper du pouvoir et plus tu pourras être dans une position de parler, moins tu auras de pouvoir, moins tu seras dans une position où tu peux parler. Et même quand tu as du pouvoir, c'est déjà très compliqué pour 1000 raisons. Donc si vous vous demandez parfois mais pourquoi s'il se passe autant de choses, pourquoi aussi peu de personnes en parlent, etc. C'est la raison principale de quel regard les gens vont poser sur moi. Déjà on va penser que je suis une menteuse. On va penser que je suis une opportuniste qui en parle parce qu'en fait elle veut trouver un job parce que je ne sais quoi. On va penser des milliards de choses. On va penser qu'on va pas être cru, qu'on va pas être entendu. On va penser qu'on va pas être rappelé pour notre travail et qu'on va du coup être cancel alors que c'est clairement pas nous qui devrions être cancel. Il y a plein de choses qui se passent dans nos têtes parce que c'est aussi la réalité. C'est pas juste des anxiétés qu'on a, hein, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que les gens ne parlent pas. Mais du coup, pourquoi c'est important d'ouvrir la parole là-dessus, d'enregistrer un énième épisode sur ce sujet-là et d'en parler? C'est que on a toujours l'impression que les gens qui en parlent se victimisent entre très gros guillemets. Je trouve ça horrible de dire ça des gens. Parce que déjà parler de quelque chose que t'as subi, je trouve ça hyper courageux. Et en plus, la personne parle de ses traumas bien comme elle veut. Enfin, c'est déjà tellement dur d'en parler. Et juger la personne qui ose dénoncer quelque chose, je trouve ça vraiment pas humain, quoi. Donc, au lieu de se dire que les gens se victimisent ou pas, écoutez-les. Dites-vous que ces gens-là sont très courageux parce que c'est, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, très compliqué. Et que en plus, ouvrir la parole, c'est super important. Et c'est justement pas victimisant, c'est empouvoirant d'ouvrir la parole parce que ça va permettre à d'autres gens qui osent pas le faire d'en parler, ça va permettre à d'autres gens de pouvoir se libérer un peu de tout ça. Et moi, par exemple, j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Là, je vais vous raconter des choses qui se sont passées cette année. J'ai pas envie que vous ayez pitié de moi. Moi, je continue à travailler. Je travaille tous les jours d'arrache-pied pour vivre de mon travail et essayer de porter des projets qui me tiennent à cœur, comme le collectif, comme le podcast, comme mes projets perso, etc. Je ne suis pas une victime. Ce n'est pas ma définition de qui je suis. C'est juste, je subis des choses et je suis victime de plein de choses liées à la perception que les gens ont de mon genre et de qui je suis. Ça ne veut pas dire que ça en fait ma définition et ça en fait qui je suis. Moi, qui je suis, c'est une meuf qui a plein d'envie de projets artistiques, qui a tout le temps envie de créer 1000 choses sur plein de médias différents. Je suis une meuf qui en vrai bosse, mais comme n'importe qui, et juste qui aimerait être reconnue comme une professionnelle dans son travail. Et c'est malheureusement trop souvent peu le cas, alors que j'en suis une. En fait, j'aimerais juste être reconnue pour ce que je fais, sans qu'on me voie avec admiration. Ah là là, c'est une bosseuse et tout. J'ai pas envie qu'on me voie comme ça. Je veux juste qu'on se dise, quand on me voit, Louise Mollier-Sabet, c'est une photographe et vidéaste professionnelle à Lyon. C'est tout ce que je demande. Voilà. Et je pense que c'est vraiment tout ce que demandent les personnes qui ouvrent leur bouche. Ce que je veux du coup, c'est qu'on prenne en compte ma parole et qu'on prenne en compte la parole de toutes les personnes qui sont victimes de discrimination et qui osent ouvrir leur bouche et qu'on trouve des solutions tous ensemble pour que ça ne se passe plus. Je vais donc partir de choses que j'ai vécues pour vous parler de schémas systémiques et vous montrer l'impact que ça a concrètement sur nos comportements, sur nos carrières et ainsi vous proposer plusieurs solutions à ça. Sachez que j'ai moi-même peur d'enregistrer cet épisode et que j'ai conscience que c'est un privilège de pouvoir le faire. Mais moi-même j'ai peur parce que je me suis arrachée pour avoir les quelques jobs que j'ai en ce moment, que j'ai peur de les perdre tout simplement. C'est pas facile de parler de ces problématiques-là publiquement et de se mettre dans cette position-là. C'est très vulnérable en fait comme position. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas envie de pitié, j'ai pas envie de juste d'envoyer du love à des personnes qui sont dans la même situation et qu'on s'envoie de la force, et je l'espère pouvoir aussi avoir une position un peu pédagogique qui pourrait permettre à des gens qui ne subissent pas ces problématiques-là de pouvoir en prendre conscience et d'être des personnes qui peuvent prévenir aussi
je l'espère, un peu plus ce genre de violence et faire attention à tout ça. J'ai fait en sorte de rester assez floue sur les lieux, sur les noms des personnes, des organisations, des choses. Il n'y aura pas de tout ça. Voilà, je vais être dans le flou, je vais vous parler de gens et ça sera déjà bien suffisant. C'est parti pour vous parler de situations qui se sont passées. Je vais vous parler du premier fait. C'est quelque chose qui est plus simple à vous raconter peut-être que les autres parce que ça s'est passé qu'une seule fois. C'est un événement très isolé, mais dont je me souviens malheureusement très bien. Il s'agit d'un client que l'on va nommer Eric Burke, qui est le premier client que j'ai reçu dans mon studio nouvelle version, entre guillemets, avec vraiment du matériel pro, des fonds papier, etc. Alors pour contextualiser, Eric Burke, c'est un client qui m'a démarché en fin d'année dernière pour faire des photos et des vidéos pour sa boîte de com. Parce qu'à la base, il a une boîte de communication dans mes souvenirs. Et il me demande de savoir ce que je peux lui faire comme contenu pour cette boîte de com. Donc on se retrouve dans un café pour pouvoir en discuter en mode rendez-vous pro comme un entretien d'embauche quoi. J'ai mon ordi, je lui montre ce que je sais faire. Il me pose finalement très peu de questions sur mon travail et me parle de sa super boîte qui est super géniale. Pendant pas mal de temps et on convient à la fin de cet entretien que pour une prestation d'essai avant de pouvoir travailler pour ses clients à lui, il avait besoin de refaire toutes ses photos pro etc parce que ça faisait 10 ans qu'il en avait pas fait et du coup on convient de faire une séance portrait et que si le travail est fluide et que ça se passe bien, on se lance dans les prestats clients ensuite. On se retrouve donc dans mon studio pour pouvoir faire ces photoportraits-là. Et Eric Burke décide que c'est le bon moment pour me raconter sa vie et pour me faire énormément de compliments tout au long de la séance. Moi, je suis très cringe, il faut savoir que je suis seule dans ce studio avec Eric Burke et que du coup, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. À tel point que au fur et à mesure que la séance avance et que la séance est censée terminer, la séance ne se termine clairement pas malgré que je dise que j'ai une réunion après, ce qui était complètement faux, mais que voilà, la séance touchait à sa fin et qu'il fallait partir. Eric Burke commence alors à la fin de la séance à me faire encore plus de compliments à base de non, t'as vraiment une personnalité incroyable, vraiment c'est fou de travailler avec toi parce que vraiment, je te le dis, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable et ça devient en fait des compliments de plus en plus ciblés sur moi et pas sur mon travail. Non, voilà. Et le regard et la façon de le dire, enfin voilà, vous voyez bien. Et Eric Burke se dit que c'est le bon moment pour se rapprocher de moi, me faire un énième compliment, pour le coup complètement dépassé. J'avoue que ma mémoire est assez floue car c'est un moment un peu traumatisant pour moi. Et qui me prend dans les bras sans me le demander, hein, bien sûr. Il se rapproche de moi, il me prend dans les bras et j'ai encore ses mains en bas de mon dos, là, en souvenir qui me dégoûte. Et il me chuchote un truc dans l'oreille, je sais plus quoi. Bref, et je le repousse et je lui dis au revoir. Au revoir, c'est le moment de partir, au revoir. Bref. Eric Burke m'envoie un message à la suite de ça. Qui est du style j'espère que mon comportement ne t'a pas gêné, c'était un plaisir, hâte de voir le résultat. Moi à ce moment-là je suis complètement traumatisée, j'ai vraiment eu hyper peur en fait, j'étais en mode je suis seule dans un studio avec un mec qui me force à le prendre dans les bras. J'ai oublié de vous dire que Eric Burke a 50 ans et un enfant, voilà. Et à ce moment-là moi je suis pétrifiée, j'appelle ma mère, j'appelle mes potes. Voilà, je suis dégoûtée, pétrifiée, c'est ma première presta dans ce studio. J'étais là pleine de bons sentiments et d'espoir alors que c'était déjà une période assez compliquée pour moi niveau travail. Et le travail que j'ai, ça me trauma, enfin voilà, c'était vraiment pas drôle quoi comme moment, je l'ai très mal vécu. Je décide de ne pas répondre à ce SMS et pour tout vous dire, je suis transparente là-dessus, j'ai aucun problème. Je me suis dit, écoute, tu vas envoyer les photos, comme ça tu vas recevoir ton argent et après c'est terminé. Donc j'ai pas répondu à ce SMS, je lui ai envoyé un mail très cordial en mode voici les photos,
Merci de m'envoyer le virement sous tant de jours. Il a répondu, il m'a envoyé les sous et j'ai pas relancé après quoi. Enfin voilà, juste la prestation, c'était terminé là. Ça m'avait bien dégoûtée, je savais pas trop quoi faire avec cette info. Voilà, j'ai plus de nouvelles, on se relance pas, c'est très bien, ça me va. Et si jamais il m'avait relancé, je l'aurais juste bloqué quoi. C'était un peu la décision que j'avais prise dans ma tête. J'étais contente d'avoir fini la prestation et d'être carrée de mon côté. Et si je l'avais pas fini, ça aurait été ok aussi, mais au moins c'était fait, pas de soucis, pas de pression. Quelques mois passent et sur LinkedIn, je parle du fait que je me sens vraiment surmenée dans mon travail, que je suis en train de faire un burn-out et que voici pourquoi la société capitaliste nous pousse à faire ça et machin. Enfin bref, voilà, je fais un post de LinkedIneuse chiante de gauche, quoi. Et Eric Bergberg répond à ce post LinkedIn, car c'était par LinkedIn qu'il m'avait contacté à la base. Il répond en DM à ce post LinkedIn et il me sort un message mais acadabrantesque, vous n'êtes pas prêts. Et je vais vous donner le plaisir de vous lire quelques petits passages, et oui, de ce message qui était vraiment très gênant. Voilà, j'en ai plus rien à faire, hein, c'est bon. Mais en gros, il me dit bonjour, il me dit qu'il vient de lire mon post et qu'il se reconnaît beaucoup là-dedans, qu'il faut prendre du temps pour soi malgré qu'on soit dans un projet passion. Enfin, dans ma tête, j'étais déjà en mode pourquoi tu viens me parler alors que tu as toi-même compris que tu avais eu un comportement problématique envers moi il y a quelque temps. C'est tout quoi. Enfin, pour moi, c'était la fin de ça. Nous n'avons clairement plus de relations professionnelles, donc nous n'avons plus de relations tout court. Enfin, il n'y a qu'une relation professionnelle quoi. Et celle-là a été brisée par son mauvais comportement, alors c'est l'heure de ne plus me parler quoi. Sauf peut-être un message pour dire qu'il comprend et qu'il est désolé et qu'on se parle plus après. Enfin voilà, pour moi c'était la relation professionnelle était rompue quoi. Donc ça m'a étonnée de recevoir ce message et il me commence à me donner des conseils. Voilà, merci Eric. Il commence à me donner des conseils, à me dire qu'il faut que je prenne du temps pour moi, que je prenne du temps pour respirer. Et ensuite il se permet de me dire, je cite: comme je te l'ai dit, maladroitement sans doute, de vive voix, j'aime beaucoup ta simplicité, ta personnalité. Tu sembles de nature plutôt réservée, alors il faudrait que tu t'aimes un petit peu plus. Oh, j'avais oublié ces passages, c'est fou. Ça paraît un peu brut de le dire comme ça, mais tu sembles avoir tout pour toi. D'abord, tes compétences, une attitude très professionnelle, une belle personnalité très charmante aussi, clin d'œil. Mais il semble juste manquer un petit quelque chose qui fasse que tu te sentes bien dans ta peau. Extérieurement, lorsqu'on ne te connaît pas, c'est un peu mon cas, il ne te manque qu'un petit sourire qui ne transparaît pas sur tes photos. Alors que tu es plus épanouie quand tu souris. Et sans doute que tu serais plus épanouie. Vous savez quoi, je vous lis tout. Je pensais vous lire qu'un petit extrait, j'ai peur qu'on me reconnaisse et que machin, mais en vrai déjà je l'ai bloqué et en plus je suis choquée de relire ça, vraiment c'est abusé. Certes, être entrepreneur n'est pas une chose aisée. Je sais de quoi je parle. J'ai plusieurs projets dans les tuyaux, mais c'est très long à se mettre en place. J'imagine qu'il te faudrait aussi des projets structurants, plus conséquents, pour que tu te sentes plus épanoui. J'ai réussi à transformer le projet du dossier dont il m'avait parlé pendant notre rendez-vous, mais il m'en faut d'autres comme celui-là pour avancer. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il faut rester positif et croire en sa bonne étoile, et évidemment sourire à la vie. Je parle trop mal, mais vas-y, m'a saoulée. J'imagine que tu es bien entouré, mais si tu as besoin d'un regard extérieur, d'un ami entrepreneur, n'hésite pas. Que 2024 te permette de t'épanouir et te sentir sur un petit nuage. Tu verras, c'est notre vœu. Eric. Quel enfer. Non mais il n'y a rien qui va dans ce message, on est d'accord. Je suis désolée pour le moment de cringe, parlons-en. On peut se détendre là, on peut se dépressuriser là, c'était too much. Mais, non mais quel enfer. Non mais attendez, je viens de relire, c'est quel enfer. Bref. Rien ne va dans ce message. Pourquoi ? S'il y a besoin de le dire, mais voilà, je le dis quand même. J'ai besoin d'en parler, ok. Rien ne va dans ce message, car, bon, vous avez compris le comportement problématique qu'il a eu, et je pense qu'avec ce message, vous comprenez la personnalité problématique qu'il a. C'est déjà qu'il me rappelle, il me redonne tous les compliments qu'il m'a donnés avant, alors qu'encore une fois, je vous rappelle que je suis sa prestataire, que je suis une professionnelle, qui va prendre en photo un professionnel. Juste s'il y avait besoin de le spécifier à nouveau,
Il me rappelle du coup tous les compliments qu'il m'a déjà fait avant, malgré qu'il disait qu'il l'a fait un peu maladroitement, sans doute qu'il est peut-être un peu maladroitement, sans doute, un peu comme Norman en fait. Les gens sont juste maladroits en fait, c'est pas exprès, enfin bref. Et du coup, il me rappelle tous ces compliments dégueulasses et déplacés qu'il m'a déjà fait avant, alors qu'il sait que c'est maladroit sans doute, je cite. Il me donne des conseils sur comment paraître encore mieux auprès des hommes, c'est-à-dire qu'il faut que je sourie un peu plus. J'ai peut-être l'air pas épanouie, il faudrait que je m'aime un peu plus. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'il me dit ? Juste mettez-vous dans la tête que vous allez voir votre médecin, votre boulanger, votre boucher, votre j'en sais rien. Vous allez voir, je sais pas, vous allez voir un professionnel quel qu'il soit, vous allez voir un caissier, vous allez voir votre boulanger, votre pharmacien, votre médecin, vous allez voir un professionnel quel qu'il soit et vous lui parlez comme ça. Dans quelle position psychologique vous vous mettez pour vous permettre de parler comme ça à un professionnel ? C'est une folie quand même. Bien sûr, il me parle comme ça parce que je suis jeune et parce que je suis une femme. Enfin, sinon ça se serait pas passé comme ça exactement, on est bien d'accord. Voilà, encore une fois, il me rappelle qu'il faut que je sourisse, etc. Il a bien conscience que ma position est précaire car j'ai peu de gros projets et que du coup je suis en train d'en chercher et que du coup il faut que je trouve des gros projets. Il me rappelle que lui, il a un gros projet dans les tuyaux. Enfin voilà, il me rappelle que je suis un peu dépendante de gens comme lui. Et ensuite, il me dit qu'il faut rester positif et que si j'ai besoin, dans ma fragilité précarisée de mon métier, d'un ami entrepreneur à qui parler, je peux lui parler à lui. J'arrête parce que là, je suis en boucle, mais quel enfer! Quel enfer! Alors bien sûr, j'ai envoyé un message beaucoup trop gentil à l'époque, car j'avais peur. Vous savez pourquoi ? J'avais peur des représailles. Je me suis dit, si Eric Burke, il en parle à tous ses potes, tous les gens de LinkedIn. Imagine, il fait un post LinkedIn, c'est un chef d'entreprise, hein. On va l'écouter de ouf. Et qui dit, il faut pas travailler avec cette personne. En fait, j'avais trop peur de me faire cancel. C'est ouf parce qu'aujourd'hui, c'est les victimes qui se font cancel. C'est pas les mecs... Bref, j'ai été beaucoup trop gentille avec lui. Mais je lui ai dit qu'effectivement, il avait eu un comportement maladroit, comme il a dit entre guillemets, et que du coup, je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Et je l'ai bloqué de partout. Voilà tout. Voilà, on va sortir de cette spirale de haine là, parce que ça m'a trop saoulée d'en reparler. Mais je vais vous parler de quel comportement ça induit chez les personnes qui sont victimes de gens comme ça. Premièrement, moi, la chose qui m'a vraiment fait du mal, la première pensée que j'ai eue, c'était si j'avais pas la force mentale que j'ai aujourd'hui, à cette époque-là, j'avais 24 ans, je pense, 23-24. Si j'avais pas la force mentale que j'ai aujourd'hui, j'aurais grave pu continuer à travailler avec un mec comme ça. Parce que justement, je me sentirais dépendante de ce genre de gars, parce que j'ai pas de travail et que j'en ai besoin, parce que je saurais pas mettre mes limites et je saurais pas dire que je trouve ça horrible qu'on me traite comme ça. Parce que je me dirais, en fait, s'il trouve ça normal, c'est que c'est normal, etc., etc. En fait, la moi de 15-16 ans, elle aurait rien pu faire face à un Eric Burke. Et en fait, je me dis, moi, j'ai la chance d'avoir la force mentale aujourd'hui de vraiment envoyer chier clairement les mecs comme ça y est, j'ai roulé ma bosse. Mais il y a plein de meufs qui arrivent dans le métier, qui sont beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas cette force-là de repousser la personne, de lui dire de partir, de bloquer la personne, de lui dire que c'est pas ok ce qu'elle a fait, de se rendre compte même que c'est pas sain juste comme relation, et qui du coup vont se laisser entraîner, qui vont être, pas se laisser, c'est pas de leur faute, mais qui vont être entraînés dans ce genre de relation malgré elles. Et ça me rend trop triste, parce que Burke, s'il a essayé avec moi, c'est qu'il a essayé avec plein d'autres meufs, et qu'il essaiera encore avec plein d'autres meufs. Ça qui me rend folle. Il y a le fait que ça me provoque déjà, une fois de plus, et c'est un peu la chose qui va revenir à chaque fois au cours de toutes les interactions que je vais vous lister ensuite. Ça me ramène à mon genre, ça me ramène au fait que je suis une femme et me sexualiser par rapport à ce genre-là. On va m'infantiliser, on va me sexualiser, ça me ramène à ça, et que du coup je ne vaux que ça, et que mon travail ne vaut rien. Il s'en foutait de mes photos, Eric. Il voulait juste m'infantiliser et me sexualiser. C'était ça la volonté, c'était pas mon travail, c'était moi en tant que femme. Et c'est un peu la chose qui va revenir à chaque fois dans les choses que je vais vous dire après, mais
Ça détruit en fait. T'es là, tu veux défendre ton travail et on te ramène au fait que t'es une meuf. Enfin, c'est ça, moi, le gros problème que j'ai dans mon travail tout le temps, en fait. Aussi, ça me trauma, hein. Enfin voilà, juste ça me trauma. À revenir dans mon studio, par exemple, après cette altercation, j'avais plein de trucs d'évitement un peu. J'ai eu besoin de remettre des bonnes ondes dans ce studio-là. J'avais plus confiance. Et du coup, maintenant, encore aujourd'hui, hein, ça fait plus d'1 an, les gens qui viennent dans mon studio, c'est pas n'importe qui. C'est des gens que je suis déjà sur Insta. S'ils me contactent, si c'est des clients que je suis déjà, des clients que je connais déjà, c'est OK. Si c'est des gens que je connais pas, je vais dans un autre studio pro dehors où je sais qu'il y a des gens qui tiennent l'accueil, par exemple, des choses comme ça. C'est ouf. Ça veut dire que ça influe de ouf sur mon travail. Je peux pas travailler dans l'endroit dans lequel j'ai investi de l'argent. Enfin, c'est quand même une dinguerie, quoi. D'ailleurs, je cherche un studio partagé à terme. S'il y a des gens qui sont chauds, n'hésitez pas. Mais voilà, travailler dans un studio toute seule, dans lequel je suis toute seule, avec des gens, surtout des mecs que je ne connais pas, je fais plus. Et ça me rend triste en vrai. Enfin, ça devrait pas être comme ça, c'est pas moi qui devrais adapter mon comportement, mais c'est le cas. Pendant un moment aussi, j'ai arrêté ma com sur LinkedIn, parce que j'étais en mode je veux plus qu'il me parle, qu'il me voit, qu'il machin, mais j'avais peur de le bloquer, parce que j'avais peur qu'il y ait des répercussions comme je vous l'ai dit. Enfin, j'étais en mode, en fait, si ces mecs-là, ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire quoi d'autre ? C'est ça qui me faisait peur. J'ai eu plein de comportements d'évitement après ça, et de perte de confiance. Et vu qu'on me ramène au fait que je suis une petite meuf, et j'ai intégré ça aussi. Enfin, ça m'a rappelé que j'étais une petite meuf et que du coup j'étais moins légitime que les autres et que de toute façon je serais qu'une femme et qu'on va toujours me voir que par mon genre et par machin. Mais cette année, il y a eu aussi énormément d'autres choses et je vais vous lister encore ces autres choses-là. Fait numéro 2. Là, on va passer à des choses qui sont pas arrivées qu'une fois. Ça, c'était quand même un événement qui m'a marqué mon année. Mais maintenant, on va parler de plein de choses qui se passent un peu tous les jours sur mes différents lieux de travail pour vous expliquer un petit peu le quotidien de ce que c'est. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont grosses, qui se passent une fois, qui marquent. Et il y a aussi des petites choses qui sont étirées tout au long de l'année, qui sont ancrées dans votre quotidien, qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui, du coup, influent complètement sur votre travail aussi. Parmi ces choses-là, parlons des conseils non sollicités. Alors ça, on va détendre un peu l'atmosphère parce que Eric Bergberg, c'était un peu dur à écouter. Mais là, on va un peu rire parce que c'est quand même un peu fou. Des conseils non sollicités, j'en ai tout le temps. Mais genre, chaque prestat, j'en ai. Il y a très rarement des prestats où j'en ai pas. Et c'est de plus en plus le cas quand même, les prestats où j'en ai pas. Parce que j'ai la chance maintenant d'être aussi avec des clients que j'aime plus, avec qui on partage plus des valeurs, des choses comme ça. Et du coup, ça se passe un peu moins sur ces endroits-là. Mais la plupart du temps, moi, je fais de l'événementiel. Donc, je travaille dans des endroits publics où, du coup, il y a toutes sortes de personnes. Et autant des gens conscientisés que des gens un peu moins déconstruits. Et je suis face à des scènes quand même qui sont très souvent très drôles, mais de la part d'inconnus et de la part aussi de copains. Des conseils non sollicités de la part de potes, ça peut être, par exemple, si je fais des cowork et je fais de la post-prod avec eux, ça va être, sans que je leur demande, ils vont regarder derrière mon dos ma timeline et ils vont me donner des conseils de montage. Ils vont, sans me consulter avant, me donner des conseils sur des tournages, sur comment monter mon stabilisateur, alors que je l'ai monté environ 200, 300, 400 fois, mon stab. Je sais monter mon stabilisateur. Mon montage, je sais que je fais pas les choses parfaitement, mais j'ai mes habitudes. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas tout le temps les problèmes avec les conseils non sollicités, mais c'est constant. C'est vraiment constant, c'est tout le temps, c'est tous les jours, encore une fois. Ça fait que, déjà, t'es pas forcément dans un moment où t'as envie d'apprendre un nouveau truc. C'est très bien d'avoir des conseils, et des conseils gratos de potes à toi. Enfin, en fait, si t'as des potes vidéastes et des potes photographes, bien sûr, c'est évident qu'il faut s'échanger des conseils. Enfin, c'est comme ça que tu vas grandir, que tu vas évoluer, que tu vas apprendre plein de trucs. Mais déjà, on n'a pas des cerveaux qui fonctionnent tous pareil. Moi, je sais que quand je suis focus sur un truc, que je suis crevée, en plus, quand t'es en auto-entreprise, souvent t'es crevée, que t'es sursollicité par plein de trucs, il n'y a rien qui... Faut pas me parler. Et si tu commences à vouloir me donner des conseils sur comment apprendre un truc, alors que là, il faut que je rende mon projet client avant 18h, c'est pas le moment, en fait. Et moi, je demande des conseils
quand j'en ai besoin et quand j'en ai le temps et l'énergie de les écouter, que je sais que je vais les intégrer, à mes potes et à mes potes mecs, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que si je te demande pas, ne viens pas m'en donner. C'est ça qui me rend ouf. Et surtout, si je te dis que je suis pas dans le mood pour écouter là tout de suite, il faut arrêter de forcer. Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi que je dise à la personne « Désolée, là, je suis pas dans le mood, je peux pas apprendre un truc tout de suite. Merci, c'est gentil, mais plus tard. » Et que la personne force pour me l'apprendre tout de suite. « Non, mais tu verras, c'est facile, c'est machin. » Bah non, en fait, j'ai dit non, et du coup, j'ai pas envie de conseils merci. Je l'ai dit gentiment. Lâche-moi la grappe, voilà. Ça m'est déjà arrivé aussi que des potes, devant des clients, ça me rend ouf aussi. Ça m'est déjà arrivé aussi plusieurs fois que des potes ou des gens sur un tournage, devant mon client à moi, se permettent de me donner des conseils ou de me faire des réflexions sur ma caméra, sur mon installation en fait, sur l'installation que j'ai faite pour ce tournage donné, pour ce shooting donné. Ah mais t'es sûr que ça va marcher, ton installation lumière? Ah mais t'es sûr que ça va marcher, ton installation de stab? Ah non mais là je pense que ça va pas tenir avec ci, ça, devant mon client. Encore une fois, je sais pas, il faut que je le rappelle, je pense que les gens oublient, mais je suis professionnelle. Si je fais quelque chose, c'est que je sais ce que je fais. Il faut savoir que ces gens-là travaillaient pas avec moi sur ces tournages-là. Ça, je l'avais déjà raconté aussi dans l'épisode 1, mais à la fac, par exemple, quand j'étais à la fac, à l'ancienne, on filmait des reportages sur les blocus et tout. Et en fait, j'en ai fait un, et je sais même plus si on l'a fini, mais j'ai arrêté parce que je sortais ma caméra et systématiquement, les mecs qui étaient avec moi en cours, ah non, mais et devant tout le monde, alors que je venais de sortir ma cam, devant plein de gens que je connaissais pas et tout, ah non, mais c'est quoi cette caméra sur la merde? Et du coup, j'ai perdu complètement confiance en moi à cause de ça et j'ai fini par pas filmer. Bon, ils disaient pas ça comme ça, mais ils étaient en mode « Ah, mais c'est quoi cette caméra? Tu vas jamais réussir à rien filmer avec ça. Il faudrait que tu prennes plutôt tel boîtier. Non, mais là, ça va grave pas marcher. » Et machin, et machin. Enfin, ils disaient clairement ça comme ça, quoi. Et en fait, c'est horrible quand t'es là et tu veux juste faire ton taf. Et bien sûr que t'as pas le matos forcément pour... Mais en fait, tu fais ce que tu peux. Et en plus, devant un client... Mes installations, aujourd'hui, sont professionnelles. Et il y a plein de façons de faire des installs de cam. Il y a plein de façons de faire des installs de light. On fait pas tous pareil. Et c'est pas parce que moi, je fais pas pareil que toi que je vais me permettre de venir te voir et te dire « Tu fais n'importe quoi ». C'est tout. Et sur les conseils non sollicités, il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, je travaille du coup dans de l'événementiel. Il y a plein de gens autour de moi. Et ça, c'est hilarant en concert. Maintenant, ça me fait rire. Et j'en vois à mes potes. Les choses qu'on me dit juste pour m'en souvenir parce que c'est vraiment très drôle. Bon, c'est toujours des mecs, encore une fois, qui viennent me voir. Imaginons que je suis dans le public. Voilà, je suis dans le public, je fais mes petites photos, machin. Et c'est des mecs qui viennent me voir et qui me font « Salut ». Même pas bon, mais des fois même pas bonjour. Des fois on me dit même pas bonjour. C'est assez fascinant. Genre on me dit alors juste, je sais pas si tu sais, mais... Là, je vous dis texto ce que la dernière fois on m'a dit, là, le dernier concert que j'ai fait. Je sais pas si tu sais, mais en fait, en soirée techno, on prend les gens qui sont tout devant et tout derrière souvent. Parce que comme ça, t'évites les normies, les gens qui sont au milieu, qui servent à rien, voilà. Le mieux en concert de techno, c'est de prendre les gens qui sont tout devant parce qu'ils sont grave à fond dans le bail et les gens qui sont derrière parce qu'ils sont dans leur bail à eux, tu vois. Mais en fait... Juste pour te dire, le concert, c'est l'endroit où tu vas le plus pouvoir t'exprimer au niveau des lights. C'est le meilleur exercice. C'est l'endroit où tu vas le plus apprendre, où tu vas le plus pouvoir travailler là-dessus, etc. Non, vraiment, je conseille le concert. Le concert, c'est vraiment un bon endroit pour ça. Enfin voilà, des conseils comme ça. Et à chaque fois que je vais demander à la personne... Parce qu'on me dit pas bonjour, hein. On me demande pas qui je suis. Je travaille pour la salle, hein. Faut savoir que je travaille pour la salle. Et que ça fait 3 ans que je travaille dans ce milieu-là. 3 ans que je fais de la photo de concert. Et on va venir et on va me dire comment régler mon appareil. On va toucher mon appareil. On va venir me dire ah non, mais là, t'arrives à avoir de la lumière, t'es dans le noir. On va me dire aussi bah, t'as pas de flash? Mais mets le flash. Ça, on me dit tous les soirs, on me dit t'as pas de flash.
Non, je n'ai pas de flash. J'ai un appareil avec des objectifs qui ouvrent beaucoup et je n'ai pas besoin de flash. Et le flash, c'est très bien. Il y a des gens, c'est leur style. Moi, mon style, c'est sans flash. La plupart, c'est sans flash. J'aime le sans flash, j'aime le mood que ça fait. Je n'utilise pas de flash. Et on vient me dire, on vient toucher mon appareil, on vient prendre mon appareil, on vient me dire, haha, mais il n'y a pas de flash. On vient par-dessus mon épaule regarder ce qu'il y a sur mon appareil photo et dire, mais c'est tout flou là, c'est ton travail ça ? C'est vraiment ton travail ? Mais elle est floue la photo en fait. Mais en fait c'est trop... Mais c'est n'importe quoi. Devant tout le monde, hein, et bien fort. Et ça c'est tous les soirs. À chaque fois que je vais faire du concert, où que ce soit, hein. Il n'y a pas des publics en particulier, il n'y a pas des styles de musique en particulier, il n'y a pas tout ça, c'est où que ce soit. J'ai des conseils non sollicités. C'est une dinguerie. Après, je vais souvent demander à ces mecs-là ce qu'ils font dans la vie, parce que sûrement c'est des photographes et ils s'y connaissent. Et on va me dire ah non, moi je travaille dans une salle de muscu. Mais regarde, j'ai déjà fait des vidéos avec mon iPhone 13. Mais je sais que ça paraît caricatural, mais c'est vrai. Regarde, j'ai déjà fait des vidéos avec mon iPhone 13, c'est hyper professionnel. Et en fait, la vidéo, je sais pas si tu sais, mais c'est un milieu qui rapporte énormément d'argent. Du coup, je vais me lancer dans la vidéo. Comme ça, je vais me faire énormément de fric. Voilà. Et les conseils non sollicités, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point, quand c'est omniprésent, c'est relou. Parce que les comportements que ça induit, justement, comportements que ça induit et les pensées que ça te donne quand t'es une meuf, c'est ah bah on me fait encore pas confiance parce que je suis une meuf. Tu te sens encore infantilisée en fait. Tu te sens pas prise au sérieux et ça te crée des angoisses des fois même. Tu te dis mais est-ce que vraiment je suis compétente ? Peut-être je suis pas légitime, je suis pas compétente parce qu'on me prend vraiment pour une meuf incompétente. Alors qu'on n'a jamais vu mes photos, hein. Et là, c'est le public, mais t'as aussi le fait qu'en concert, ça j'en parle beaucoup dans l'épisode 1 et dans l'épisode sur la photo de concert, donc je vais pas me répéter, mais en concert, la plupart des orgas, c'est des mecs. Et la plupart des photographes de concert, c'est des mecs. Et moi, à chaque fois que je vais travailler à un endroit, tous les photographes, c'est des mecs. Ça m'arrive très très rarement que ce soit des meufs ou des minorités de genre, etc. Mais du coup, les photographes que je vois, c'est souvent des gens qui vont me donner des conseils non sollicités aussi. Donc même sur mon lieu de travail. Genre, mais c'est quoi cet objectif ? Mais là, en fait, tu vas jamais réussir avec ton matos. Ah, mais là, en fait, c'est pas comme ça. Il faudrait que tu fasses ça. Il faudrait que truc... Ça peut paraître drôle, dit comme ça, mais c'est hyper handicapant. C'est hyper relou. T'es jamais pris au sérieux. En fait, c'est ça. T'es jamais prise au sérieux. Personne ne peut se dire, dans le doute, peut-être que cette personne est compétente. Peut-être que cette meuf est compétente. Peut-être que cette meuf est professionnelle. Peut-être que c'est son métier. Peut-être qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est pas des pensées qui peuvent venir dans ta tête. Alors que, est-ce que, si vous voyez un photographe, mec, qui fait des photos, qui est derrière la crash barrière quand même, hein, faut se dire, et qui fait des photos, est-ce que à un moment dans votre tête, vous allez vous dire, sans lui dire bonjour, sans lui demander l'expérience qu'il a ou quoi que ce soit, je vais me permettre de lui faire des réflexions sur son travail. Alors que moi, je ne suis pas pro, hein. Souvent. Enfin, tu vois, c'est ouf. Non, mais tout est ouf. Bref. Donc ça, c'est dingue. Mais maintenant, alors je vous conseille, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à créer un groupe avec vos potes et à leur envoyer tous les conseils non sollicités qu'on vous donne, toutes les réflexions qu'on vous fait. Ça fait du bien, c'est très drôle. Et ça fait de mal à personne. Parce que ces mecs-là, je connais même pas leur prénom vu qu'ils m'ont même pas dit bonjour. Vraiment, souvent, ils me disent ça et après, ils se partent. Je fais de mal à personne et ça me fait rire, ça me fait du bien, ça extériorise. Je vous conseille ça vraiment. Troisième truc qui s'est passé cette année et qui était un peu drôle, c'est que j'avais décidé de parler du fait d'être une femme photographe dans ma story Insta, un peu comme je vous le fais là. Et je commençais à lister un peu les problématiques liées à ça. Et c'est un mec du coup qui est photographe de concert aussi, qui m'a répondu en DM et qui m'a dit mais pourquoi tu parles du fait d'être une femme photographe, tu devrais juste parler de photographe tout court. C'est le fait de parler d'être une femme photographe qui fait que tu te mets dans des cases et que tu te victimises, alors que en fait si tu te battais pour tous les photographes ce serait beaucoup plus simple. Il faut arrêter de créer des cases qui n'existent pas et je ne sais quoi.
En gros, il m'envoie ça. Je prends le temps de lui enregistrer des vocaux pour faire de la pédagogie et lui dire que par A plus B, en quoi ce qu'il a dit était faux, que c'est scientifiquement prouvé, que je parle d'études, de chiffres, de tout ce que tu veux, de sociologie. Je lui dis en quoi c'est important justement de parler de sexisme dans la photographie, de parler de racisme dans la photographie, etc. etc. En tout et pour tout, les vocaux font 5 minutes à écouter. 5 minutes où j'ai pris de mon temps pour t'apprendre un truc sur une fausse idée que tu as, sur quelque chose. C'est lui qui est venu m'en parler en plus. C'est pas moi qui suis venue lui proposer de parler de ça. Bref, je lui envoie ça. Le mec me répond « MDR, trop la flemme, je vais quand même pas écouter tout ça. » Juste, ça m'a fait trop rire et je voulais vous en parler. C'est genre, même quand vous venez... même quand on va parler de une problématique importante que l'on a au quotidien dans notre métier, il y a des gens, il y a des hommes qui vont se dire « Ah bah, je vais lui dire qu'elle a tort », alors que c'était fondé sur rien, hein, ce qu'il me disait, il n'y avait pas de réflexion derrière. Moi, je vais prendre du temps pour lui expliquer, et le mec va même pas prendre la peine d'écouter mes vocaux, quoi. Enfin, c'est ouf. Donc, comportement que ça induit, tu te sens, encore une fois, pas écouté, tu te dis, mes problèmes sont peut-être pas si importants que ça, voilà, et encore une fois, manque de légitimité ensuite, etc., etc. Quand je vous dis ça, c'est pas des comportements que j'ai à chaque fois, c'est ce que ça induit, en fait, comme message, c'est ce que ça envoie aux gens comme message. Moi, comme je vous l'ai dit, maintenant, j'ai l'expérience et je mets à distance. Mais quand t'es dans le jus, tu mets pas à distance et ça t'impacte. Que tu le veuilles ou non, que tu sois endurci ou non, que voilà. C'est ce qui se passe dans ta tête. Ensuite, prochain fait qui s'est passé cette année et qui est un peu étalé tout au long de l'année, les clients, les prospects et le public qui te draguent. Ça m'est arrivé plein de fois. Parfois, c'est des clients, comme dit plus haut, hein, mais il n'y a pas eu que lui, il y en a eu plusieurs, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parfois, c'est des prospects. Par exemple, je vais être sur un lieu. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Je vais sur un lieu, je travaille pour quelqu'un, et comme c'est du concert, souvent, t'as plein d'autres gens autour, quoi. T'as des orgas, t'as des DJ, t'as des musiciens, t'as du public, etc. Mais t'as potentiellement aussi des prospects qui sont là, quoi. Des gens avec qui tu pourrais potentiellement travailler plus tard. Bref, ces gens-là, des fois, on discute. Et ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y en ait un qui me dise écoute, je cherche une photographe pour tel événement, est-ce que tu serais chaud, est-ce que je peux avoir ta carte? Donc on me demande ma carte de visite pour quelque chose de professionnel. Moi, je réponds je suis chaud, je donne ma carte et je reçois ensuite un message qui me propose un rendez-vous galant, qui me propose un verre, ou alors un message genre j'ai adoré discuter avec toi, clin d'œil, ou alors enfin voilà, vraiment des messages de clairement drague pure, quoi, alors que on a pris ma carte pour du pro. Et ça me rend folle. Ce que ça me renvoie du coup, c'est on me ramène encore une fois à mon genre, c'est de l'hypersexualisation, c'est me dire je ne suis qu'un pot de fleurs et mon travail n'a aucune valeur à leurs yeux, parce que même quand devant eux je travaille, je suis sur scène, je suis dans les crash barrières, je vais dans le public, je discute avec des gens, je prends en photo des gens, je fais mon travail de façon professionnelle. Maintenant mes photos, je commence à en avoir beaucoup, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont republié, etc. Mes photos tu peux les voir à plein d'endroits, qu'elles soient de qualité ou pas dans ta tête, tu vas te dire je vais la draguer. Je sais pas comment dire. Son travail n'a aucune valeur parce que il y a le fait que j'ai envie de la draguer, c'est plus fort, quoi. Et aucune réflexion sur mon travail, du coup. Or, moi, quand je travaille, je vais être vue comme une professionnelle. Et c'est différent, des fois, je sais pas, j'ai des collègues, par exemple, au bar, ou des choses comme ça, où on rigole bien, où on discute et tout, ça n'a rien à voir. Mais des prospects, / des gens que je prends en photo, / etc., j'ai quand même des relations hyper cordiales avec eux. Je suis toujours hyper pro. Je fais du coup attention parce que tout ça, ça te met aussi des comportements de recul. Des fois, j'ai même l'impression d'être un peu antipathique parce que t'oses même plus parler aux gens des fois parce que tu te dis on va encore me draguer, on va encore me dire ci, ça. Enfin, ça te donne des comportements où toi-même t'es hyper mal à l'aise au final sur ton lieu de travail des fois. Et
Et je tiens à dire encore une fois que ne soutirez pas ne pensez pas que des salles que vous voyez dans mes stories, etc., ont à voir avec ça. Les salles dans lesquelles je travaille, c'est des salles hyper respectueuses, hyper safe là-dessus, et j'ai des très bonnes relations avec mes employeurs là-dessus. Ils sont vraiment à l'écoute et tout, donc voilà, je tiens à dire que ce ne sont pas le problème. Je parle des gens qui y passent plutôt. Voilà. Je parle de faits dans n'importe quel endroit, n'importe quel lieu où ça peut se passer. Voilà, c'est pas dans des lieux donnés en fait. Le sexisme, c'est partout, malheureusement, et c'est notamment dans des organisations où t'as que des mecs qui sont à la barre. C'est notamment dans des endroits où t'as que des mecs qui sont programmés. Parce que c'est des endroits où tu te sens beaucoup plus... où ils se sentent du coup beaucoup plus protégés et en capacité de faire ça. Et il y a aussi les gens du public, voilà, puisque dans le public, il y a aussi des mecs. Et du coup, ça va être à coups de petites mains sur la hanche, sur l'épaule, à coups de « il faudrait que tu souris un peu plus », à coups de « t'as un mec, t'as machin, t'as truc ». Enfin, je passe mon temps aussi à me faire draguer par le public aussi. Qui en plus au fur et à mesure de la soirée sont de plus en plus bourrés et qui du coup sont de plus en plus à même de se dire que c'est normal de faire ça quoi. Voilà. Mais après je kiffe mon métier hein. Et je vous jure je kiffe mon métier quand même hein. C'est pour dire je suis passionnée hein. Autre fait qui se passe tout au long de l'année dans mon travail et que je remarque vraiment de façon... Là c'est pas des choses où je vous le dis, ça m'est arrivé une fois et tout. Hein. C'est des choses qui arrivent très très souvent. Je croise sur mes lieux de travail toujours des hommes plus jeunes que moi et avec beaucoup moins d'expérience que moi qui ont beaucoup plus de travail, à qui on va proposer beaucoup plus de travail. Là, je parle des photographes et vidéastes du coup. Dans les concerts que je faisais avant, notamment le métal, en fait, t'as beaucoup de vieux photographes. Donc c'est plus dur de se comparer. Mais quand même, le fait qu'il y ait que des mecs, dans le métal, il y a que des mecs en photographe, c'est obvious, enfin, c'est dingue. Déjà là, tu te dis, bon, je suis un peu toute seule et tout. Et du coup, ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de travail à des mecs qu'à des meufs, parce que sinon, il y aurait plus de meufs, là. Mais en ce moment, je fais beaucoup de musique électronique. En fait, il y a beaucoup de musique électronique à Lyon, et c'est pas mal là où il y a du travail aussi. Et dans la musique électronique, pareil, il y a pratiquement que des mecs en photographe. Je tiens à dire d'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite pub. J'aimerais faire beaucoup plus de rap, donc s'il y a des rappeurs, des rappeuses qui m'écoutent, n'hésitez pas, je suis disponible, c'est avec plaisir. Bon bref. Mais en techno, il y a aussi beaucoup d'hommes derrière les crash barrières, et je pense que ça se compte sur les doigts d'une main le moment où c'était des meufs en photo ou en vidéo, voire j'en ai jamais croisé. Je sais que dans les salles où je travaille, il y a aussi des photographes meufs, mais du coup on se croise pas parce qu'on n'est pas là en même temps, parce qu'il y a un photographe par soir. Mais voilà, en tout cas, quand je travaille, il y a souvent les photographes ou les vidéastes des orgas. Et les photographes et vidéastes des artistes ou des orgas, c'est toujours des mecs. Et c'est des mecs qui sont plus jeunes et avec beaucoup moins d'expérience que moi. Et on va leur proposer, comme je vous ai dit, 2 fois plus de taf. Et dans les lieux où je travaille, par exemple, dans toutes les sphères de mon travail, c'est systématique. Exemple, je vais essayer de rester très floue, mais à un moment, je travaille dans un lieu avec des mecs qui sont exactement dans mon domaine, qui ont pour le coup beaucoup plus d'expérience, mais qui du coup embauchent souvent des gens et qui du coup offrent du travail à des gens, quoi. Et ces gens-là, c'était toujours des hommes. Et des hommes qui soit étaient très jeunes, soit qui n'avaient aucune expérience. Et du coup, qui, parce qu'ils en avaient envie, parce que voilà, on leur offrait du travail. Alors que moi, j'étais là dans les bureaux tous les jours. Et que j'avais de l'expérience dans ce travail-là. Que ça faisait déjà bien 7-8 ans que que je faisais de la photo. Que ça faisait bien déjà au moins 1 an que je faisais de la photo de concert et on m'a jamais rien proposé quoi. Et sur mes lieux de boulot, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que c'est des mecs qui sont plus jeunes que moi, qui ont moins d'expérience, etc., on va discuter parce que souvent, d'ailleurs, les photographes et vidéastes, il y en a plein qui sont juste adorables quoi. Il y a plein de gens
plein de fois où ça se passe très bien. Et je vais discuter avec eux et ils vont me dire « Ah, bah moi j'ai commencé il y a 6 mois, j'ai déjà plein de travail parce qu'on m'a proposé ci, ça, ça, ça. » Et c'est jamais des meufs qui me disent ça. Hein. Les meufs, elles galèrent de ouf. Et c'est toujours des mecs qui viennent me dire « Ah, moi on m'a proposé ci, ça, ça, j'ai travaillé une fois pour ça, ça m'a donné telle opportunité, tel client, tel truc. » Et j'ai l'impression que nous, on est là à se galérer, à se traîner, vraiment. Moi, je me suis arrachée pendant des années pour avoir 3, 4, 5, 6 clients en tout, un peu plus dans ce domaine. Enfin, c'est très rare les moments où on me repère, ou alors on me propose du travail, ou alors on répond à mon démarchage, alors que j'estime avoir de l'expérience et offrir du travail de qualité, notamment en photo de concert, parce que j'ai de l'expérience et que je sais faire, quoi. Les pensées que tu vas avoir, c'est mon travail ne vaut rien, je suis légitime, je suis nulle, je serai jamais aussi bonne qu'un mec, quoi. Et souvent, en plus, les mecs, ils vont parler de leur taf avec grande confiance, et voilà. Mais toi, tous les moments qu'on a vus avant qui t'ont cassé ta confiance en toi, ça va faire aussi que tu vas moins chercher des opportunités et que tu vas moins, parce que t'as peur de passer pour la michto, pour la meuf qui, voilà, et que tu vas moins avoir confiance même en ton travail, parce que si personne ne reconnaît jamais ton travail, c'est ça le truc. On dit tout le temps aux meufs, oui, mais il faut que vous parliez de votre travail comme des mecs, faut que vous preniez confiance en votre travail. Mais si les mecs, ils ont aussi confiance en eux, c'est aussi parce que dès qu'ils font quelque chose, ça va être reconnu. En tout cas, ça va être plus reconnu, parce que je dis pas, les mecs aussi, ils sont dans un travail précaire, ils galèrent, ils ont le même statut que nous, hein, c'est pas le problème. Mais leur travail, il va être quand même beaucoup plus reconnu que le nôtre. Et en fait, on peut pas nous demander d'avoir confiance en notre travail si à côté, on ne reconnaît jamais notre travail, ou que ce soit, quoi. J'espère que tout ça, c'est clair. Nous arrivons bientôt à la fin. Autre fait qu'il se passe dans mon travail toute l'année, c'est que justement, partout, tout le temps, je suis entourée d'hommes. Il y a très peu de femmes. Vraiment, sur un mois, je compte les femmes sur une main, alors que je rencontre vraiment au moins 10 personnes à chaque fois que je vais travailler quelque part, quoi. Il y a très très peu de femmes dans les sphères où je travaille, notamment parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des milieux très masculins, le milieu de la musique dans la technique, en fait. Le milieu du cinéma dans la technique. Tous ces milieux-là, c'est des milieux extrêmement masculins, et du coup, partout, tout le temps, je suis entourée d'hommes. Et ça s'appelle des boys clubs. En gros, c'est quoi un boys club ? C'est un endroit où la domination masculine se perpétue, tout simplement. Un boys club, c'est un groupe de mecs qui vont avoir un pouvoir quel qu'il soit, qui s'en rendent compte ou pas. Hein. C'est pas conscient forcément, c'est pas des gens qui sont hyper malsains à se dire « je vais garder un pouvoir pour moi », c'est pas ça un boys club. Un boys club, c'est un groupe de mecs qui, par exemple, vont travailler ensemble. Donc moi, les boys clubs, je les vois beaucoup sur les orgas. Mais dans les orgas, dans la musique, il y a énormément de boys clubs, par exemple. Donc ça va être des programmateurs avec une boîte d'orgas, quoi. Une boîte d'événementiel, de musique, qui va être tenue par des mecs, qui vont programmer pratiquement que des mecs, qui vont engager en photographe, vidéaste que des mecs, et qui vont perpétuer ça tout le temps. Sauf que ça fait que toi, quand t'es une petite meuf, tu vas beaucoup plus galérer à rentrer dans ces orgas. Sauf que la plupart des orgas, sauf qu'une grosse partie des orgas dans la musique, en tout cas là où je travaille, c'est des mecs. Donc, moi, je sais que ma chance est déjà bien moindre par rapport à eux. En fait, c'est un groupe de mecs qui vont légitimer, écouter, embaucher beaucoup les hommes. Et si t'as une femme qui passe entre les mailles du filet, c'est extrêmement rare déjà. Et en plus, c'est qu'elle doit correspondre parfaitement aux codes et aux attentes qu'a le Boys Club. Donc, en fonction de ce qu'ils veulent, elle doit être soit gentille, soit jolie, soit drôle, soit répondre aux dragouilles. Et sinon, on la vire parce que c'est chiant si elle commence à l'ouvrir un peu trop. Et ça, c'est pas moi qui le sors de mon petit chapeau. Les boys clubs, c'est des thèmes qui sont très abordés par des féministes, et si vous voulez, je pourrais vous mettre des podcasts, notamment de Victoire Tuaillon, etc., qui en parlent bien mieux que moi. Et du coup, le comportement que ça t'induit quand tu es une femme ou que tu es en minorité de genre et que tu travailles dans ce genre d'endroit, c'est en fait pas forcément du coup dans un boys club précis, mais dans un endroit où il y a que des hommes tout le temps, partout dans ton milieu. C'est
j'ai de la chance d'être là. Je dois tout faire pour être la plus lisse possible, être la plus sympa possible, la plus travailleuse, la plus forte, parce que sinon, j'aurai plus jamais de travail. En fait, j'ai pas ma place ici, si je suis la seule femme et qu'il y a que des hommes autour de moi. J'ai pas ma place ici. En gros, j'ai pas ma place ici et j'ai de la chance d'être là. Alors, il faut absolument pas que je me plaigne, il faut absolument pas que je fasse de vagues, parce que sinon, j'aurai plus ce travail. Déjà que j'ai de la chance de l'avoir. Enfin voilà. Il y a tout cet engrenage psychologique qui va se mettre en place. Et c'est à ce point précis, d'ailleurs, cet endroit précis, que tu ne dénonceras jamais rien, que tu n'ouvriras jamais ta bouche sur des violences sexistes et sexuelles que tu peux rencontrer dans ton travail, parce que justement, tu pourrais perdre le travail que tu as. Déjà que tu as la chance, machin. Et en fait, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait des faits que je vous exposais, je vous parlais des comportements que ça engendre et des pensées que ça engendre, parce que en fait tout ça, comme c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose dans lequel tu baignes quand t'es une meuf depuis que t'es née et que t'as appris depuis que t'es petite, ça en plus de toutes les choses qui se passent dans la société en général, de toutes les représentations, de tous les trucs, ça fait que en fait c'est quelque chose qui te suit tout le temps et qui te met des barrières psychologiques énormes. Donc c'est toujours découpé entre deux choses. C'est déjà les pensées que toute cette socialisation vont t'imprégner dans la tête, qui vont faire que tu as un manque de légitimité, un manque de confiance, une peur d'aller vers les opportunités, etc. Parce que toutes ces choses-là qu'on t'a enseignées en fait tout au long de ta vie et que t'as appris par l'expérience, et ça va te conforter dans le fait que tu n'es pas légitime à avoir ces positions-là dans la société, à te sortir de ces carcans patriarcaux. Enfin, il y a du coup toutes ces pensées-là que tu vas t'auto-mettre, mais parce que c'est la société qui les a apprises, c'est pas de ta faute, mais il y a toutes les pensées du coup que tu vas t'appliquer à toi-même et du coup des bâtons que tu vas avoir dans les roues, des obstacles sur ta route, etc. Mais même quand tu vas vouloir te déconstruire et passer par-dessus ces pensées-là et te dire ok, il faut que je prenne confiance en moi, il faut que je sorte de mes carcans, il faut que je travaille sur ma confiance et tout, c'est souvent ce qu'on entend, ah les femmes vous devriez faire comme les mecs et avoir plus confiance dans votre taf, etc. Même quand tu arrives à passer par-dessus ça, il y a la violence systémique qui est toujours là, que tu le veuilles ou non, et que du coup, vu qu'en plus souvent les employeurs et les gens qui ont le pouvoir dans la société ce sont des hommes, tu ne pourras pas t'en sortir beaucoup plus que ce que tu fais déjà là, et tu n'auras pas forcément plus d'opportunités un point immense, et tu n'auras pas forcément autant de travail qu'un mec, parce que les gens sont pas prêts à ce que ça change encore, quoi. Donc il y a un peu cette double peine là, quoi. La violence systémique, c'est autant les pensées qu'on a que ce qui se passe aussi dans la société sur lesquelles on ne peut rien faire, quoi. Je voulais finir en vous parlant quand même de solutions et d'espoir, parce que là on a dit toutes les problématiques, on a listé toutes les problématiques qu'il y avait, et encore une fois c'est des listes non exhaustives, mais je pense que c'est important d'apporter du témoignage, d'apporter de la réflexion, et aussi d'apporter des solutions. Parce que si vous écoutez ça, c'est sûrement que vous voulez trouver des solutions ou vous-même essayer de vous sortir de ça. Je vous invite d'ailleurs en commentaire, si vous voulez, et si vous en avez envie, la force et tout, de témoigner aussi sur ce qui vous est potentiellement déjà arrivé dans ces milieux-là, et sur les solutions que vous pouvez potentiellement trouver à ça, sur les réflexions que vous avez là-dessus. Enfin voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour. En tout cas, les solutions que moi, personnellement, je vois, il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place et d'autres qui sont attenantes à plus du militantisme collectif. Mais déjà, si on parle sur une salle, par exemple, en mode sur un lieu, sur un événement, vous, en tant qu'orga, vous pouvez déjà avoir des référents CARE sur place, mais déjà que ce soit pour vos photographes ou pour votre public, c'est quand même la base dans un événement. Un ou une référente CARE, c'est une personne qui va être là pour prévenir les violences sexistes et sexuelles, justement. Enfin, ça va jamais les prévenir parce que on peut jamais prévoir ça. Par contre, c'est une personne à qui on pourra parler et qu'on sait, qu'on a identifié, faut la présenter à votre public et dire pourquoi cette personne est là, si jamais il nous arrive un truc sur l'événement. Ça, c'est hyper important. Juste de savoir que t'as quelqu'un à qui tu peux dire
qu'il t'est arrivé quelque chose et que vous allez trouver une solution ou non ensemble d'ailleurs. Soit tu veux juste parler, soit tu veux trouver une solution. Et que cette personne-là, ce soit pas un ou une supérieure hiérarchique, bien sûr, que ce soit une personne un peu à part qui soit dédiée à ça. Ensuite, il faut toujours rappeler du coup à vos employés que vous avez le droit et que ça n'aura pas d'impact sur leur travail de dénoncer en fait des choses qui leur arrivent, des discriminations en général, sexistes, LGBT-phobes, racistes, etc. Et appliquer vraiment ça. S'il y a quelqu'un qui vient vous voir et dire que il a subi telle chose de telle personne, c'est la personne qui a discriminé qu'on doit écarter, ou en tout cas on doit trouver une solution commune. On réfléchit ensemble dans l'intelligence collective en fonction de la situation, bien sûr. Aussi avoir sur un événement un numéro, rappeler avec des affiches, des phrases toujours que les discriminations sont pas acceptées, que les violences ne sont pas acceptées dans votre lieu. C'est bête, mais c'est des choses qui dissuadent. Avoir une charte, par exemple, qui rappelle vos valeurs, c'est important aussi. Et surtout, ça c'est les points les plus importants, mais quand vous êtes programmateur, programmatrice, quand vous êtes employeur, employeuse, quel que soit le domaine, mais aussi dans la culture du coup, c'est de votre ressort aussi de faire attention à qui vous embauchez, dans le sens où si vous embauchez que des hommes, si vous embauchez que des personnes blanches, que des personnes valides, c'est qu'il y a un problème. En fait, il faut remettre en question tout ça et se dire pourquoi j'embauche que ce type de personnes-là, pourquoi j'embauche pas d'autres types de profils, d'autres personnes. C'est sûrement qu'il y a un problème parce que des femmes en photo, il y en a plein. Des personnes racisées dans la culture, il y en a plein. Des personnes non valides, il y en a plein. Des personnes queer, il y en a plein. Pourquoi ces personnes-là, on les appelle moins que les autres ? C'est peut-être parce qu'on leur fait moins confiance, on les trouve moins légitimes dans leur travail. En fait, il y a plein de pensées qui sont là, que vous le vouliez ou non, et qui font que vous embauchez que des mecs cis, blancs, valides, etc. En fait, plus de représentation, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que c'est aussi ce qui va faire qu'il y aura encore plus de meufs, là je parle pour le féminisme, mais encore plus de meufs qui vont pouvoir se sentir légitimes de prendre ces travails-là. Parce que moi je continue parce que je suis un peu têtue et voilà, mais en fait il y a plein de fois où j'ai juste eu envie d'arrêter parce que j'étais en mode de toute façon, si on m'embauche jamais, si on me fait jamais confiance, si on reconnaît jamais mon travail, à un moment j'en ai juste marre et j'ai envie d'arrêter quoi. C'est normal et ça fait pas de moi une personne pas courageuse, ça fait pas moi une personne moins bosseuse, c'est juste que on reconnaît jamais mon travail juste parce que je suis une meuf. Et ça a dissuadé, je pense, énormément de gens de continuer dans ce métier parce que c'est trop bouché, c'est juste pas possible, et encore plus du coup quand t'as des problématiques intersectionnelles, etc. Plus tu vas avoir de représentation dans ton équipe, plus tu vas avoir des personnes qui sont concernées par différentes problématiques et qui seront d'autant plus à même de proposer peut-être des solutions plus adaptées pour les problématiques auxquelles ces personnes-là sont concernées. Et en fait, il va y avoir une diversité de points de vue aussi et de conscientisation sur plein de luttes différentes qui vont faire qu'automatiquement, tu auras aussi des événements qui seront plus conscients sur plein de problématiques où je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont juste pas conscience de ce qui se passe plein de fois. Ça, c'est un point hyper important aussi, c'est qu'il y a plein d'assauts féministes, antiracistes, queer. Il y a plein d'assauts pour plein de luttes où leur travail c'est justement d'aller former, conseiller des entreprises, des orgas sur certaines problématiques, et il n'y a pas besoin d'être une entreprise du CAC 40 pour suivre ces formations. Par exemple, on est en train de fonder un collectif, une asso, c'est des questions qu'on se pose alors qu'on n'est que 6 dedans. Et en fait, je pense que c'est la responsabilité de toutes les personnes qui ont une orga quelle qu'elle soit, un collectif quel qu'il soit, une asso, une entreprise, de s'interroger, en tout cas au moins, et d'essayer de se former et de former son équipe au maximum sur ces questions. Et aussi, je voulais dire un dernier truc, c'est que se battre pour les droits du travail en général, notamment dans la culture, se battre pour la reconnaissance des statuts, pour la protection des droits du travail des personnes qui tapent dans la culture, contre la précarisation de nos métiers,
c'est aussi se battre sur des luttes intersectionnelles. Parce que plus t'es dans un domaine précarisé, plus t'es dans un milieu de travail, dans un marché du travail qui est précarisé, plus les personnes qui vont en pâtir, ce sont les femmes, ce sont les personnes racisées, etc. Enfin, moins tu vas avoir de droits du travail, et plus automatiquement, les gens qui vont en perdre le plus, ce seront les gens qui sont déjà discriminés sur d'autres types de discrimination qui vont en bâtir, quoi. Et qui vont aussi ne pas pouvoir, comme je disais plus haut, dénoncer certains comportements parce que ces personnes-là vont avoir peur de perdre leur travail, etc. En fait, si tu te bats pour que les gens aient du travail sécurisé, assuré, qu'ils aient un revenu à la fin du mois, quoi qu'il se passe, plus les personnes qui subissent des discriminations pourront aussi ouvrir leur bouche quand il y a un problème, sans avoir peur des répercussions. Voilà, c'était un peu lourd, c'était un peu long. Je pense pas que ça allait être aussi long, j'avais beaucoup de trucs à dire. Mais merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous êtes encore là, vous êtes des heroes. Je suis contente d'avoir parlé ça avec vous. Ça fait du bien de poser ses problèmes sur la table. Je sais être loin d'être la seule à subir ce genre de choses. On en parle beaucoup autour de nous. Alors, je voulais envoyer un max de love à toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu et qui subissent des discriminations quelles qu'elles soient, et un max de love à toutes les meufs qui sont photographes. On est ensemble. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté des pistes de réflexion sur ces sujets-là. N'hésitez pas à me donner vos retours, que vous soyez concernés ou non, si c'est clair, et aussi à me apporter vos réflexions, vos témoignages sur ces sujets-là. Ce serait avec grand plaisir d'en parler avec vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut!